Au top. Aujourd'hui, du coup, je voulais qu'on parle un petit peu ensemble des erreurs qui peuvent un petit peu tuer votre prospection. L'idée, c'est, je suis allé pointer du doigt 5 erreurs classiques que vous pouvez faire en lançant vos campagnes de prospection. Et l'idée, c'est plutôt que ça ouvre un petit peu à la conversation par rapport à des problématiques que vous avez aujourd'hui ou que vous avez rencontrées. Vraiment, n'hésitez pas à me couper et justement à prendre un petit peu la parole sur vos expériences ou ce que vous viviez ou avez lancé côté prospection. Donc le but, c'est vraiment ça, hein, de voir quelles sont vraiment les 5 grosses erreurs courantes et comment est-ce que pour chacune d'entre elles, comment s'en sortir correctement. Tac, je ne sais pas comment je peux faire pour accepter tout le monde à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est chiant de devoir accepter tout le monde en bas. Donc, Euh, du coup, je vous disais, j'ai travaillé les 5 erreurs. C'est bon, on a tout le monde qui est rentré. Je suis un peu comme ça au début. Nickel. Alors, on va rentrer en direct dans le vif du sujet. Euh, Quand on fait de la prospection aujourd'hui, euh, vous êtes quelqu'un qui vient résoudre un problème. Je vous parle tout le temps de cette histoire de positionnement, qu'on sache pourquoi travailler avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Super important. Mais il y a autre chose qui est un petit peu dans la même lignée, c'est quand vous faites de la prospection, on n'est pas trop là encore pour parler de vous, on est vraiment là pour parler du client et de ses problématiques. Ça paraît hyper bateau en disant ça, mais j'ai vu beaucoup de messages de prospection de certains d'entre vous ou dans lesquels il y a énormément de jeux. Toujours un peu dans cette logique. J'essaye de me vendre, j'essaye de, de vanter un petit peu les mérites de ce que je sais faire, mon parcours, tout ça. Et honnêtement, ça, c'est peut-être la dernière chose à faire. Vous ferez ça quand vous serez en rendez-vous avec la personne. L'idée, c'est plutôt quand vous faites de la prospection, quand vous parlez avec quelqu'un, vous êtes là vraiment pour ouvrir une discussion et pour vous intéresser à lui. Vraiment. Pas dire ouais, je m'intéresse à toi, j'ai envie de savoir comment ça se passe pour toi. Non, vraiment vous intéresser à lui. C'est quoi ses problèmes dans son business, c'est comment ça se passe pour lui aujourd'hui, qui montre que vous ayez vraiment envie de l'aider en fait. Et ça paraît hyper bête dit comme ça, mais toutes les approches de prospection en mode candidature spontanée, c'est-à-dire vous envoyez le CV, ce que vous savez faire, en gros. Je suis expert, je suis graphiste ou je suis photographe. Euh, c'est vraiment une approche en mode voilà qui je suis, est-ce que ça matche avec un besoin que vous avez aujourd'hui? C'est vraiment les approches qu'on va proscrire. Le but, c'est idéalement d'essayer de trouver le bon moment euh, pour commencer à envoyer des messages, mais quand vous parlez avec la personne, le but, c'est d'échanger avec lui. Vous n'êtes pas encore à dire est-ce qu'on travaille ensemble? C'est pas encore ça l'idée. L'idée, c'est de faire connaissance, faire prendre connaissance de ses besoins, de ses problèmes, et ensuite, dans un deuxième temps, s'il a un problème qui est résolu par ce que votre expertise, ce que vous savez faire, dans ce cas-là, vous pourrez commencer à lui vendre. Mais dans un premier temps, vous êtes vraiment là pour vous intéresser à lui et on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. Donc ça, c'est première erreur qui est hyper courante, hein. Franchement, je le vois assez fréquemment, hein. Dire, dès le premier message, je suis photographe et j'ai tant d'années d'expérience. C'est pas encore le lieu, on n'est pas là pour parler de toi en fait. On est vraiment là pour que tu t'intéresses en profondeur à ton client. Donc là, c'est une erreur qui est hyper courante que je retrouve assez souvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un, l'un d'entre vous, qui a déjà justement tenté des messages dans ce sens ou vous faites attention à ça? N'hésitez pas à réagir. J'ai pas envie de parler tout ça pendant 1 heure, s'il vous plaît. Sur la, pardon, bonjour, c'est Frédéric. Salut. Ouais, sur la photo, c'est ce que j'avais tendance à faire au début de la prospection, justement, sur les premières années d'activité, où justement, effectivement, le côté je suis photographe, je peux proposer mes services machin. C'est vrai que je commençais d'abord par ça et c'est compliqué en fait de commencer vraiment par engager la discussion avec le client et ensuite comment dire, de basculer sur la prospection pour lui vendre le service en allant directement, comment dire, en étant plus actif dans la prospection.
Enfin, moi, En- en- pour le parcours, c'est pour ça que je passe, enfin, c'est pour ça que je me suis inscrit à la formation, parce qu'aujourd'hui, le point de blocage, c'est, enfin, blocage si je peux dire ça. Aujourd'hui, en fait, je suis plus sur une prospection passive où on me propose des prospects, je fais le tri et je regarde ce que je peux voir avec, mais j'arrive pas à avoir la clé pour engager la prospection sans tomber dans effectivement la première erreur qu'on est en train de citer. Ouais, c'est sûr. Bah, après, en même temps, des approches de prospection comme ça, je vais pas te mentir, c'est ce qu'on reçoit 90% du temps. Donc, tant mieux. Moi, je vous apprends à pas faire comme ça. Mais effectivement, quand tu es dans cette manière-là, euh, je vais prendre l'exemple de la prospection qu'on fait le plus, hein, la prospection LinkedIn. Il y a très peu de cas dans lesquels je trouve que c'est pertinent que tu présentes vraiment tes services directement dans la messagerie. Parce que l'idée, c'est plutôt d'aller voir, d'aller chercher, cerner un besoin, que tu sois photographe ou peu importe, hein, ça marche vraiment pour tous les métiers d'indépendant. Est-ce qu'il y a un vrai besoin qui peut être répondu par une offre? Et dans ce cas-là, OK, il y a un besoin, on prend rendez-vous. Et si pendant le rendez-vous, on voit que ça matche bien ensemble, bah ouais, j'ai potentiellement quelque chose à te proposer. Mais même si c'est marqué sur ton profil, en gros, que tu es photographe, donc forcément, il va venir, c'est pas ça le problème. Mais d'en parler, il y a très peu de cas dans lesquels c'est pertinent d'en parler directement pendant ta session de prise de rendez-vous. Que ce soit Ouais. sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, ou peu importe la technique que tu vas utiliser. Je vois très peu de cas dans lesquels c'est pertinent de parler de toi sans être en rendez-vous. Mais c'est ce qu'on voit le plus, hein, quand on regarde nos messageries LinkedIn, les prospections qu'on reçoit, généralement, c'est tout le temps comme ça, on fait ci, on fait ça. Le seul type de prospection où c'est un peu différent, et encore, des fois c'est en cold call, et encore non. Non, non, il n'y en a pas. On est toujours dans. En fait, quand vous êtes en train de faire votre prise de rendez-vous, vous êtes en train de vendre un rendez-vous. Pas en train de vendre votre solution ou ce que vous êtes comme expert, votre expertise. Vous êtes en train de vendre un rendez-vous avec vous. Donc ça veut dire que la première chose à marketer avant de marketer ton offre, c'est de marketer ton rendez-vous. Comment est-ce que tu peux lui donner de la valeur? Comment tu peux dire que ce rendez-vous, le temps qu'il va passer avec toi, c'est pas pour que tu lui montres deux, trois slides et essayer de lui vendre un truc. L'idée, c'est plutôt de donner du poids, donner de la valeur au rendez-vous que tu vas lui proposer pour que bah, justement, ça soit tout l'enjeu de la discussion que tu vas avoir avec lui. Tu verras que ça change beaucoup les choses parce que du coup, tu n'as pas la pression d'essayer de vendre ton truc dans la messagerie LinkedIn. Tu vas vraiment être dans la logique où bah, tu as un rendez-vous à lui proposer. Ce rendez-vous, il a de la valeur parce que tu vas déjà lui donner des tips, des petites clés dans ce rendez-vous-là. Tu as des solutions pour lui à un problème précis, tu vas lui en parler. Euh, mais il a intérêt à venir. Il va pas. L'idée, c'est pas que tu lui dises ah, voilà, je suis photographe, je sais déjà faire ça, ça, ça. Est-ce que ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, on prend rendez-vous. Tu n'as pas eu le temps de faire une bonne découverte sur lui, c'est-à-dire de prendre le temps de bien écouter ses besoins en rendez-vous. Tu n'as pas eu le temps de faire une grande recherche. Donc, c'est pas le moment de lui proposer quoi que ce soit. Le rendez-vous sera le bon moment. Ouais, je ne sais pas si c'est clair. Ok. Si, c'est clair. Effectivement, c'est le step en fait qu'il faut inverser en fait entre la prise de rendez-vous et le proposer les services. Exactement. Aujourd'hui, effectivement, enfin, dans ce que j'ai aujourd'hui, par exemple, là sur la saison photo, c'est souvent comment dire, les services qui sont proposés et le rendez-vous qui est fixe après. C'est C'est ça. vraiment dans ce sens-là. Et là tu as juste la première chose à faire, là, c'est clairement, si tu as de la prospection qui tourne, même aujourd'hui, il faut vraiment inverser cette tendance-là. Vraiment, dis-toi, là, je suis en train d'échanger avec le prospect, on n'est pas en live, on est sur une messagerie. Si je veux pouvoir lui donner de la valeur, lui expliquer ce que je sais faire, pouvoir l'argumenter correctement et l'amener vers ça, c'est pendant un rendez-vous. Et c'est à ce moment-là que. Mais il y a un travail à faire avant qui est de. Moi, j'appelle ça marketer le rendez-vous. En fait, c'est de donner de la valeur, du poids à ce rendez-vous. Comment est-ce que tu Ouais, peux dire que ce rendez-vous, c'est pas un rendez-vous de vente? Ça, c'est toi qui te le dis en interne. Mais ce rendez-vous-là, pour lui, il doit avoir de la valeur. Donc, tu dois lui dire que s'il vient en rendez-vous avec toi, tu vas lui apporter quelque chose, tu vas lui donner quelque chose. Et pas simplement un ouais. PowerPoint avec tes prix. Oui, c'est ça, c'est pas effectivement. Enfin, je visualise. C'est clair pour moi. Donc, c'est typiquement ça qu'on fait. Et
Et ça permet vraiment de gommer l'erreur numéro 1 qui est de parler de toi, parce que c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est de parler de lui et de ses problèmes. Et de voir si tu peux faire quelque chose pour lui. Et si tu détectes quelque chose, ben, on va ensemble en rendez-vous. Ok. Donc ça, c'était la première erreur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire un truc là-dessus? Tant pis pour vous. La deuxième erreur, la deuxième chose que je vais vous dire, c'est un petit peu dans la lignée de tout ça, c'est faire attention à ne pas trop manquer de clarté et surtout faire attention à ne pas donner trop d'infos d'un coup. Ça peut se résumer, cette erreur-là, à faire un message trop long. Sur les approches de prospection que je vous propose aujourd'hui, les messages de prospection qui marchent le mieux tiennent en 3 lignes maximum. Parce que, encore une fois, vous n'êtes pas là pour vous vendre, donc il n'y a aucune raison de faire une présentation de ce que vous faites et ce que vous allez résoudre comme problème pour lui dans le premier message. Le premier message que vous allez envoyer, il doit être hyper concis, il doit un petit peu interloquer et surtout donner envie d'y répondre. Ça veut dire que le message que vous allez envoyer doit ouvrir la discussion sur un sujet qui intéresse votre prospect et dans lequel il voit un intérêt de discuter avec vous. Parce que si c'est un message hyper long dans lequel vous vendez votre truc, à moins de tomber au bon moment où le mec il a vraiment ce besoin-là et vous avez vraiment la chance du siècle, vous allez passer à côté. Donc l'idée du premier message, c'est d'être très court, très percutant, mais surtout de vouloir ouvrir la discussion avec lui pour justement faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de s'intéresser à lui, mais sur une question, quelque chose qui va l'intéresser. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple de la photo, si vous lui demandez Hello, salut, merci d'avoir accepté mon invitation si on est sur LinkedIn. Est-ce que tu fais est-ce que tu aimes les belles photos? C'est peut-être un peu trop large, pas très spécifique. Mais l'idée, c'est d'avoir un message qui soit quand même très très court au maximum, hyper percutant, mais qui n'est pas là pour vendre, qui est là pour ouvrir une discussion. Donc, ça veut dire que votre message doit terminer par une question ouverte et pas une question fermée. Et c'est là où vous arriverez à avoir les meilleurs taux de réponse. C'est la partie la plus dure du job. Pour trouver cette question-là, ça sous-entend d'avoir bien étudié son persona, bien étudié les problématiques de son persona, en gros de la personne que vous avez ciblée, pour vraiment savoir ce qui l'intéresse et de trouver un sujet sur lequel en fait, vous pouvez faire réagir et sur lequel il aura envie de discuter avec vous. Et en fait, ni plus ni moins un sujet sur lequel il n'a pas l'impression que vous êtes déjà en train de lui vendre un truc. Donc ça, c'est hyper important. Donc excite vraiment les mails, les messages de prospection qui font 30 lignes, 30, 40 lignes, même 20 lignes, même 10. Soyez hyper clair, concis, chaque mot est important. Souvent, on a tendance à rajouter des mots inutiles aussi au passage. Donc soyez clair et vous êtes là pour ouvrir la discussion. Ça vous parle, ça? Oui. Oui. Je le vois plus dans les messages que je reçois sur LinkedIn. J'en reçois beaucoup des messages de prospection et clairement, je les lis pas parce qu'effectivement, 30 à 40 lignes, ça me donne pas envie de lire. Non, on les regarde même pas. Hein. Et petite anecdote rigolote, il y avait un truc qui passait, qui disait, il y en a beaucoup, ils font de la prospection à froid sur Instagram. Bon, on en a parlé beaucoup la semaine dernière. Il y a le message qui marchait le mieux dans la prospection à froid, c'est « Salut, ça va ». Alors, c'est de la prospection Instagram, hein, ne surtout pas reproduire sur Facebook, mais c'est juste pour vous dire que en fait, ça faisait tellement naturel que le mec, il voulait juste s'intéresser, il a fait une connexion avec toi, il a juste envie de discuter, que c'est des taux de réponse qui étaient énormes. Donc, je ne vous dis pas de faire ça dans vos prospections, qu'elles soient Instagram ou LinkedIn. C'est juste pour vous donner un exemple des types de messages qui marchent. Du clair. Juste une question sur LinkedIn. Ouais. Est-ce qu'on sait si
les demandes de connexion simples sans message, ça fonctionne ou pas en automatisé? Alors, je vais plutôt te dire, faut surtout Comme première tentative. Ouais, alors je vais même retourner le truc, il faut surtout pas mettre de notes dans ton message d'invitation. Je pense qu'il y a absolument personne qui dirait l'inverse. Sur toutes les campagnes de prospection, on ne met pas de notes dans les messages de connexion. Jamais. Parce que c'est pas le bon moment en fait pour poser la question à quelqu'un. Et si ton premier message n'est pas assez bon et que la personne du coup n'accepte pas ta connexion, tu n'auras aucune opportunité de la relancer. Donc, autant te donner toutes les possibilités pour que la personne accepte ton message. Elle voit ton profil. Donc, ça veut dire que même la demande de connexion, c'est quand même un premier pas de la personne. Si elle a une demande de connexion d'un photographe, qu'elle l'accepte, bon, ça veut dire qu'elle n'est pas fermée à discuter avec un photographe. C'est déjà un premier intérêt, c'est un premier marqueur qu'on va avoir, qu'on va utiliser souvent dans le premier message, dans lequel on remercie la personne pour l'ajout. Souvent une connexion qu'on fait à ce niveau-là. Mais je vois aucune personne qui fait de la prospection ou un des papes de la prospection qui dirait l'inverse de mettre un message dans la note. Il faut vraiment oublier ça. Okay. Par contre, petite parenthèse, du moment que vous lancez de la prospection, faites attention à avoir un profil à jour, hyper clair sur ce que vous faites, avec idéalement, je vous ai pas mal parlé du positionnement. D'ailleurs, j'ai ajouté le coaching de groupe qu'on avait fait ensemble dans les modules, dans la première partie. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Parce que l'idée, c'est que en fait, ce coaching de groupe, il vous permet de travailler votre promesse, qui est la petite phrase que vous pouvez mettre sur votre LinkedIn, qui est hyper utile, parce que le mec, s'il a, il va accorder peut-être 3 secondes à votre demande de contact. Il faut que dans toutes ces informations-là, il va avoir cette petite phrase, et s'il voit clairement ce que vous faites et qu'il vous accepte, c'est un premier très bon marqueur. N'hésitez pas les autres si vous avez des questions avant que je passe à l'erreur numéro 3. Erreur numéro 3, du coup. Alors, j'adore parce que de base, elles paraissent vraiment toutes très simples. L'erreur numéro 3, c'est d'éviter de contacter la mauvaise cible. Et oui, c'est en fait simplement pour vous rappeler que la sélection de vos contacts est hyper importante. Pour 2 raisons. La première, c'est que des fois, on a tendance à faire un peu trop confiance à Sales Navigator, donc LinkedIn Sales Navigator pour sélectionner contacts ou la recherche LinkedIn. Je vous dis ça aussi assez souvent, mais j'aime bien vous le répéter. Faites gaffe quand même à bien vérifier avant d'envoyer les contacts dans une liste de prospection et récupérer 1000 personnes. Vérifiez bien que dans les 2, 3, 4 premières pages, vous ayez vraiment des personnes dans votre cible. Parce que si vous voyez des personnes qui en sortent, ça veut dire que les filtres que vous utilisez, ils sont pas bons et ça va vous ajouter des mauvais profils. Il y a Christophe qui était venu Christophe qui est photographe d'architecture, qui nous avait donné un super exemple pour ça. J'adore l'illustration, c'est que lui, il vise des architectes. Et dans la recherche LinkedIn, il avait mis je vise tous les architectes. Sauf que dans les architectes, il y a plein de métiers. Il y a effectivement des architectes du bâtiment, il y a des architectes d'intérieur, il y a aussi des architectes réseau, des mecs qui font du code. Donc, rien à voir. Et je crois qu'il y a 2-3 autres types d'architectes qui n'ont rien à voir avec ça. Du coup, il s'est retrouvé à envoyer des messages de prospection pour des architectes de bâtiment à des architectes réseau qui bossaient dans un bureau devant un ordi toute la journée. Donc, il faut vraiment être vigilant à ça et de vraiment vérifier les personnes qu'il y a dans vos listes. Donc, je vous invite vraiment à faire vérifier les premières pages de vos résultats de recherche avant de les envoyer dans les outils de prospection qu'on voit ensemble, parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Donc ça, c'est assez important quand même, assez important de faire ça correctement. Et essayer au maximum, là je vous parle d'exporter 1000 personnes, si vous pouvez avoir des listes beaucoup plus restreintes. Par exemple, si vous ciblez justement tous les architectes du bâtiment, ce que Christophe devrait faire plutôt dans un premier temps, c'est voir tous les architectes d'intérieur, faire une liste à part entière, tous les architectes d'intérieur de telle région, voilà, pour vraiment venir compartimenter toutes ces personnes.
Et si vous faites ça, en plus, ça va vous permettre derrière d'aller beaucoup plus dans la personnalisation de vos messages. Si vous faites les architectes au global, il va falloir viser une problématique globale. Si vous faites les architectes d'intérieur, vous êtes sur une problématique beaucoup plus micro. Si vous êtes sur les architectes d'intérieur de Nantes, encore plus micro. Et ça veut dire que votre message, le premier message que vous allez pouvoir envoyer, même s'il est automatisé, vous allez pouvoir beaucoup plus le personnaliser avec une problématique des architectes d'intérieur de Nantes. Et forcément, plus c'est personnalisé, plus ça réussit. Et bien sûr, le goal ultime, ce que vous pouvez faire, et ça, j'aime bien vous le dire aussi, là, je vous parle de personnes qui viennent importer des listes de 1000 contacts à la fois. Si le potentiel de ce que vous faites, par exemple, je ne sais pas, on va rester sur les architectes à Nantes. Je vois qu'il y a 50 architectes en bâtiment à Nantes. Est-ce que j'ai intérêt à travailler avec un outil d'automatisation? Pas du tout. Pas du tout. Ce que j'ai intérêt à faire, c'est travailler des très bonnes approches personnalisées en fonction du cabinet, de prendre le temps de me renseigner sur la personne. Et même si on parle toujours, ce n'est pas une raison pour faire un message de 20 lignes, hein, mais c'est de personnaliser encore plus l'approche. C'est-à-dire que la conversation, je vais l'ouvrir selon une problématique qu'il regarde lui et même pas les autres. Donc, si vous avez une cible qui est très restreinte, l'exemple de Christophe, il est très bon pour ça. Hein, je pense vraiment que c'est ça. Hein. Sur Nantes, il doit avoir 50 architectes à aller chercher au maximum. Parce qu'ils ne sont pas non plus 5000. Dans son cas, utiliser un outil d'automatisation, ce n'est pas pertinent. Ce qu'il faut, c'est effectivement qu'il aille faire ses listes de contacts, donc il y en a 50, et qu'il prenne le temps de les étudier un par un. En fait, il faut vraiment se rappeler que l'automatisation, c'est très sympa quand on a un business sur lequel il faut ramener beaucoup de contacts, il faut faire entrer beaucoup de monde assez fréquemment. Mais si vous êtes dans l'idée avec une cible aussi restreinte que celle de Christophe, il y a zéro intérêt de réfléchir à l'automatisation. Prenez le temps que vous vouliez passer sur l'automatisation, sur la personnalisation de vos messages, et ça sera beaucoup plus pertinent. Super important de voir les choses comme ça. Donc voilà pour l'erreur numéro 3 qui fait très basique, hein, mais qui est super importante. Faites attention à la façon dont vous préparez vos fichiers de prospects. Et s'il n'y a pas d'intérêt à automatiser, même si c'est super rigolo, et c'est rigolo de pouvoir le faire aussi avec l'intelligence artificielle, ce serait toujours meilleur en le faisant à la main. Donc attention à ça. Vous avez des petites questions là-dessus? Non, pour moi c'est bon. Top. Donc ça, c'était la 3e erreur. La 4e erreur, c'est de ne pas faire de suivi. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait des demandes de connexion, après on envoie un message, un deuxième message. L'idée, c'est quand même, votre prospect, c'est pas parce qu'il ne vous répond pas au premier message qu'il n'est pas intéressé. Donc, il y a quand même un intérêt, sans être très insistant, être un gros bourrin, de venir relancer un petit peu notre prospect jusqu'à ce qu'il nous réponde. Donc, l'idée, c'est quand même pas de lui mettre 7, 8, 10 relances, mais d'en faire un minimum. Et ensemble, on travaille un petit peu les relances, justement pour voir comment est-ce qu'elles peuvent être hyper efficaces. Moi, ce que je vous encourage à faire au maximum, si on parle de LinkedIn et même sur Instagram, c'est de faire des relances avec des vocaux. Aujourd'hui, même si vous faites de l'automatisation, vous pouvez le faire. Vous automatisez comme relance un petit vocal qui vient redire ni plus ni moins que ce que vous avez dit dans le deuxième message, mais ça donne une impression ultra personnalisée. À part les personnes qui font de la prospection, personne ne sait que c'est quelque chose qui est automatisable. Donc, ça permet vraiment d'avoir des super taux de retour au deuxième message. Le deuxième point que vous pouvez faire, et c'est ce que je vous montre dans les vidéos pour créer vos campagnes de prospection, c'est d'avoir des campagnes multicanales. C'est-à-dire qu'on va à la fois aller les chercher sur LinkedIn, mais aussi en parallèle, si on a réussi à récupérer leur email, de leur envoyer un mail qui vient justement reprendre « Hey, coucou, je ne sais pas si tu as vu ma demande de connexion sur LinkedIn, mais ouais, au fait, je voulais vraiment te poser cette question. Est-ce que tu as 5 minutes pour m'y répondre ?» Et l'idée, c'est d'avoir une campagne qui vient sur plusieurs canaux, donc mail, LinkedIn, mais toujours garder une cohérence, ne pas sortir le message de ce contexte, de toujours rester dans ce contexte de la mise en contact. Ça va permettre de maximiser vos chances
Et aussi, ça donne une impression de personnalisation au prospect. Donc là encore, vous n'allez pas envoyer un mail de 30 lignes. Hein. On est toujours dans l'idée d'ouvrir une conversation, même si on est par mail. Moi, la partie prise de rendez-vous que je fais par mail, je suis toujours dans une logique où j'ouvre la conversation avec les personnes, on échange ensemble, et s'il y a un intérêt, on prend rendez-vous. Alors oui, c'est sûr, je ne vais pas vous mentir, par mail, les gens ont tendance à beaucoup plus parler, donc à être beaucoup plus exhaustifs, donc on va avoir moins d'échanges de mails avant de prendre un rendez-vous. Et le plus souvent, d'ailleurs, ils me laissent leur numéro de téléphone pour se faire rappeler, avant même que je leur demande quoi que ce soit. Mais quand même, on reste dans une logique on ouvre une conversation. Je ne vais pas lui dire dès le deuxième message, ah super, si tu veux, tiens, prends rendez-vous avec moi, tu vas voir, j'ai la solution qu'il te faut. Toujours, on prend le temps de s'intéresser à la personne. C'est ça qui va maximiser vos chances d'en finir, de signer la personne, en fait. Donc, l'idée, c'est campagne multicanal, mais surtout, prévoyez des relances. C'est pas parce que le prospect ne répond pas au premier message qu'il n'est pas intéressé. Parfois, c'est juste que votre message n'est pas tombé au bon moment. Et l'idée, c'est que ça soit le cas. Ça, c'était pour l'erreur numéro 4. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Nope. Eh bien, tant pis. Si, pour tout ce qui est suivi, Damien, tu utilises des logiciels, tu utilises quelque chose en particulier? Ou un tableur Excel à l'ancienne? Non, dans ce que je te disais, si on est sur une logique de campagne de prospection automatisée, l'outil de prospection va gérer ça. Ouais, c'est ça. L'outil que je vous montre, en tout cas, c'est la grosse machine. Pour le coup, c'est lui qui va faire toutes les relances. Toi, tu vas intervenir. L'avantage de la grosse machine, c'est que tu n'interviens que quand le client te répond, le client, le prospect, à ce stade-là. Donc ça, c'est le meilleur moyen de faire. Après, si tu fais ta prospection à la main, comme on a dit, si tu n'as que 50 contacts, tu n'as pas besoin d'un outil de prospection. Soit il y a des petits CRM très très simples, soit tu fais sur une feuille Excel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. J'ai envie de dire, c'est comment tu as l'habitude de faire, qu'est-ce que tu trouves le plus logique par rapport à ta façon de fonctionner. L'idée, c'est effectivement d'avoir un suivi quand même sur les personnes que tu as contactées, ceux qui t'ont répondu, et de pouvoir du coup faire des relances. Donc, si tu fais à la main, c'est bien quand même de te mettre en place un petit fichier. Ou alors, carrément, tu peux utiliser des CRM, des choses comme ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de complexité non plus, quoi. Ok, ça marche. Ouais, moi, de toute façon, j'utilisais Notion. Ça marche plutôt bien parce qu'après, Ouais, tu peux voilà, Notion. cliquer sur tes contacts, remplir tes contacts. Et j'avoue que ça marche plutôt pas mal. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Notion, il fait vraiment le taf parce que c'est une base de données, tu vois, tu peux vraiment la personnaliser. Je sais que je l'utilise pas mal avec des clients en agence qui veulent simplement avoir des rendez-vous, avoir des listes de contacts. Je leur mets à disposition Notion, ça suffit largement. Donc, il n'y a pas de bons ou de mauvais outils comme ça. Sur la grosse machine, on a dans la fiche de contact, on a le numéro de téléphone qui vient s'afficher, c'est ça? S'il le récupère. En fait, la grosse machine, il a l'avantage d'intégrer un outil d'enrichissement de données. Donc, dès que tu veux importer un contact, c'est pour ça que la campagne ne se relance pas tout de suite. Il va enrichir au maximum, selon des partenaires qu'ils ont, le numéro de téléphone. Donc, ça arrive d'en récupérer. Je ne te dirai pas sur tout le monde. Je sais qu'il récupère beaucoup d'adresses email assez facilement. Les contacts téléphoniques, c'est un peu plus rare. Mais tu peux faire une automatisation dans laquelle, quand tu as un numéro de téléphone, tu ajoutes dans ta prospection un appel. Ouais, tu fais un if, si numéro de téléphone, alors. En fait, tu sais, dans la grosse machine, tu as tous les scénarios là. C'est justement parce qu'on ne peut pas le personnaliser. Et tu en as qui comprennent ça, comprennent un call. Okay. Alors, tu as une demande de connexion sur LinkedIn. Si le mec accepte et qu'il a un numéro de téléphone, if numéro de téléphone, une tâche d'appel. Du coup, tu vas recevoir des tâches, appeler Joseph ou appeler Alain, peu importe. Ok. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire si vous êtes chaud pour prendre le téléphone. Le téléphone reste l'outil qui convertit le mieux. Il ne faut pas hésiter. Okay. 5e erreur, la dernière, c'est manquer d'un call to action clair. Quand je dis un call to action clair, c'est pour tous les messages que vous allez envoyer. L'idée, c'est toujours que la prochaine étape ou la prochaine question soit très claire. Ne laissez jamais votre prospect avec plein de questions où il ne sait pas à quoi répondre.
L'idée, c'est toujours le guider vers une réponse. Si vous voulez ouvrir une conversation, il faut ouvrir une question, ajouter une question ouverte, pour en ajouter 3. Il faut être très très clair. Si vous voulez poser le rendez-vous avec quelqu'un, c'est pas en mode dis-moi si ça t'intéresse. C'est plutôt est-ce que tu es dispo, je sais pas, mardi à 15h. Donc, vraiment d'être hyper clair et net sur l'étape d'après et sur la prochaine action. L'idée, c'est vraiment pas, encore une fois, de noyer la personne, le prospect. Alors, on reste quand même dans de la prospection, donc il ne faut pas qu'on perde la personne. Si vous venez lui faire un énorme message, vous avez ouvert la conversation avec lui, c'est super, il parle, et vous lui répondez un gros pavé auquel ça lui fatigue d'avance de le lire, on perd, encore une fois, on a des chances de perdre notre prospect. Donc, toujours garder toutes les 5 erreurs en tête quand vous faites ensuite vos échanges avec la personne et de bien faire à chaque fois que vous envoyez un message une suite très claire. Qu'est-ce que vous attendez en gros de lui dès le prochain message? Et ça permet vraiment de guider. Et généralement, c'est pas généralement, c'est un travail aussi qu'on fait c'est pour ça que je vous demande de scripter un petit peu les conversations. Par quelles étapes vous voulez passer avec le prospect jusqu'à la prise du rendez-vous, en fait. Et ce script, en fait, ça nous permet vraiment de venir préparer à l'avance ces call to action pour passer d'étape en étape. Donc, c'est pour ça que j'aime bien qu'on travaille ce script de conversation. Et c'est là où il sera le plus efficace. Mais ouais, le petit tips aussi, c'est quand vous avez quelqu'un qui est intéressé ou vous sentez que c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez lui proposer un rendez-vous. Dites-lui pas, si tu veux, on en discute ensemble. Mais allez jusqu'au bout de la proposition. Si du coup, je vois que ça t'intéresse, si tu veux, j'ai une dispo, on peut s'en parler mardi à 15h ou jeudi à 10h. Voilà, vous mettez vraiment tout de suite des propositions. La prochaine étape, elle est là, elle est claire et c'est là où on va ensemble. Donc voilà, vraiment d'essayer à chacune des étapes d'être clair, c'est quoi l'étape d'après que vous attendez avec lui. L'étape d'après, ça peut être juste une question ouverte. Vous attendez à ce qu'il réponde à cette question. Mais il faut que ça soit hyper clair et pas noyé dans un flou d'informations. Donc vraiment, gardez toujours en tête la clarté, d'être concis au maximum. Ce n'est pas la peine de vous étaler trop, de toute façon, dans les conversations. Vous aurez le temps de discuter avec lui en rendez-vous. Le rendez-vous découverte, c'est complètement une autre façon de gérer. Là, je parle vraiment dans vos messages de prospection, dans vos échanges de prospection avec les personnes. C'est ça qui est hyper important. Est-ce que c'est clair pour vous, cette idée de call to action, de passer à l'étape d'après? Ouais, j'allais dire, moi, c'est vraiment ce truc qui me manquait à ma campagne, que j'ai arrêté depuis parce que je change de cible. Mais dans ma relance par vocal, c'est exactement ce que tu dis. En fait, je répétais plus ou moins ce que j'avais envoyé dans un premier message, mais en disant, voilà, je suis à votre disposition, quoi. Si ça vous intéresse, on en parle. Sauf que ça n'engage pas du tout. Et cette idée de CTA clair, il me l'a manqué totalement. Et c'est pour ça, vraiment, je vous invite, ça fait qu'appuyer sur le fait de, oui, il faut bosser les messages de prospection, bosser les messages de relance, mais il faut aussi bosser la conversation que vous allez avoir avec les gens derrière. Et justement, j'avais préparé un différent scénario, du coup, en fonction des différentes réponses que je prévoyais d'avoir, mais en fait, ça s'arrêtait assez vite. C'est-à-dire, j'avais un type de réponse intéressé, positif, voilà, avec du coup un nouveau message de ma part, mais pas plus. Alors que faut peut-être pousser le scénario un peu plus loin pour être montré, quoi. C'est vrai que sur mon modèle, je crois que je vous montre que 5 étapes. Il y a des cibles aussi, il y a des personnes qui sont très bavards ou des cibles qui le sont un petit peu moins, donc il faut quand même savoir où tu les amènes d'étape en étape. Tu serais surpris des fois, même s'ils répondent de façon très concise, la vitesse à laquelle tu peux poser un rendez-vous. Parce que si tu tapes juste sur quelque chose qui les intéresse, honnêtement, les échanges, aujourd'hui sur le setting Scale City par exemple, les rendez-vous, on les pose en 5 messages maximum. Max. Des fois, ça peut aller plus vite, quoi. Ça me fait penser aussi il y avait quelqu'un sur LinkedIn qui me semble vender de la formation un peu comme Scale City, mais pour les entrepreneurs, en bref.
et qui m'avait fait un message très personnalisé pour le coup, qui était. Alors, je crois qu'au tout début, c'était très court. Le tout premier message était vraiment en mode vas-y, viens, on discute, tu vois, tout simplement. Après, c'était un peu plus balèze quand même en disant voilà, moi, je te présente ce que je fais et ce que je peux t'apporter. Et je pense que je peux t'apporter un truc. Vraiment, il y avait vraiment ce truc je vois quitter et je t'assure que par rapport à quitter, moi, je peux t'apporter ce qu'il faut. Donc, c'est quand même très intéressant comme approche. Et dans un message suivant, un troisième message, me semble-t-il, il y avait directement un lien Calendly, en fait. En disant, ben, si c'est bon pour toi, vas-y, prends rendez-vous et on se voit voilà, directement. Donc, j'imagine que c'est un exemple de CTA. Bon, sans vouloir enculer des mouches, mais est-ce que c'est peut-être plus efficace de fonctionner comme ça, via un lien Calendly où la personne, du coup, elle a capacité à prendre un rendez-vous à peu près où elle veut, ou lui dire, tiens, là, par exemple, demain matin, j'ai un trou, enfin, je sais pas, tu vois. Non, le Calendly, c'est le moins efficace de tous, parce que ça demande. En fait, c'est pas compliqué de savoir si un truc est efficace ou pas dans le web. C'est quel effort ça va demander aux personnes pour le faire. Aujourd'hui, spoiler, du coup, j'ai pas pris rendez-vous. Voilà. Qu'est-ce qui va te demander moins d'efforts si je te donne 3 créneaux là tout de suite dans le mail, où tu dois choisir entre les 3, ou le temps d'aller sur son calendrier, rentrer tes informations, trouver sur ton agenda, regarder le tien en parallèle, faire matcher les deux, ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors que là, il y a quelqu'un qui te pose une question, donc tu es aussi à toujours ce phénomène de réciprocité où indirectement, vous avez déjà pas mal échangé, donc il est plutôt enclin à donner une réponse, plutôt que de tout faire reposer sur un lien Calendly dans lequel, écoute, si tu l'utilises un jour, c'est bien, si tu l'utilises jamais, c'est pas bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de certains, ils pensent que c'est toujours ça qui est le plus efficace. Et tous les pros de la prospection te diront que justement, il faut, si tu veux du résultat, faut pas faire passer des personnes que par un lien. Le Calendly, il est efficace simplement sur une page web, quoi. C'est dommage, j'allais dire justement, quand tu as une prospection qui est aussi bien menée et terminée sur un Calendly. Du coup, c'est vraiment tout foutre en l'air. J'avais fait l'erreur à une époque, il y a un petit moment maintenant, mais ouais, à un moment, je me disais, vas-y, on voit le Calendly et le taux de prise de rendez-vous, il est catastrophique. Alors que tu es quasiment à 100% de réussite quand tu proposes des créneaux. Quand tu es au même stade, je te parle, hein. Quand tu es au même stade où la personne elle est chaude, on n'a quasiment pas loupé un rendez-vous à cette phase-là, quoi. Parce que la personne, à un moment où tu parles de ça, c'est qu'elle est vraiment chaude, elle a envie d'en savoir plus sur ce que tu fais. Parce que tu peux lui apporter quelque chose. Elle en est persuadée. Et donc là-dessus, et encore, je t'ai dit, tu sais, un Calendly, c'est pertinent sur une page web. Et encore, moi, je préfère aujourd'hui utiliser des formulaires simples parce que, encore une fois, moins tu leur demandes d'efforts. Et le Calendly, ça demande une gymnastique mentale entre 2 agendas. Et ça, le cerveau, il n'aime pas trop. Donc, tu vas en avoir, mais tu vas en avoir moins. Et tu as des petits malins qui ont monté un super truc qui est en fait un mélange des deux. C'est-à-dire que tu remplis un premier formulaire, les données sont enregistrées, et après tu bascules sur un Calendly, et que tu prennes rendez-vous ou pas, tes données ont été récupérées. Ça s'appelle iClose. C'est une super solution. Je devrais l'implémenter. Je n'ai pas eu encore le temps de mettre sur Scalcity, mais c'est un excellent mélange des deux mondes, et je trouve qu'ils ont vraiment craqué le game du formulaire versus Calendly. Pour la petite histoire. Merci Casper pour tes questions, Adrien. Ouais, tu peux redonner un exemple sur la première étape, engager une conversation comme call to action? Est-ce que tu as des choses qui marchent, des choses que tu as testées? Ouais, alors j'ai celui qui est si tu n'as aucune inspiration, j'ai le bon vieux, j'ai une petite question à te poser. Celui-là, il marche toujours très très bien, c'est certain. Je vais te sortir, je crois que j'ai mes petits exemples pas très loin. Tac. Ouais, là j'en ai. Donc, ce que je peux te sortir, c'est par exemple, tac. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait moi, je l'avais testé, ça marchait très très bien sur les coachs de vie qui faisaient beaucoup de publications sur LinkedIn. C'est une de mes cibles. J'en fais un petit peu moins aujourd'hui. Et le premier message que j'utilisais, c'était salut Damien, merci de m'avoir accepté. Et je le mets tout le temps, merci de m'avoir accepté, il n'y a pas d'obligation, je ne sais pas quoi, mais ça contextualise un petit peu la demande de contact, le message.
Je dis, vu qu'on est maintenant connecté, j'en profite pour te poser une petite question. Est-ce que tu arrives à trouver des clients sur LinkedIn? Et, parce qu'en fait, justement, je vois énormément ils font des posts, ils font des choses comme ça. Mais tu vois, je les questionne tout de suite sur est-ce que tu as du ROI par rapport à ça? Donc, par rapport à ce qu'ils font, une petite question en rapport avec ça. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je pense que je fais un peu un mélange de toutes les erreurs, c'est-à-dire beaucoup de jeux avec des jets, manquer de clarté, peut-être trop donner d'informations, 3 lignes maximum, et éviter de contacter la mauvaise cible. Ça, après, ça se règle. Mais tu vois, par exemple, moi, Macebreaker, j'ai remarqué auprès des dernières entreprises avec lesquelles je travaillais que 30% de base de clients n'étaient pas utilisées. Est-ce que chez toi, c'est un sujet? Peut-être que c'est trop long et encore une fois, on a cette règle de je vois. Est-ce que ce serait peut-être justement, je profite de la connexion pour demander comment tu fais toi aujourd'hui? Est-ce que tu exploites les mines d'or ou le cache qui dort sur ta base de données, tu vois? C'est vrai que c'est intéressant de mettre une statistique, mais finalement, lui, ce qu'il veut, c'est plutôt qu'on parle peut-être de son sujet, de sa base de données qui dort avec plein d'argent et plein d'euros à faire avec, tu vois. Donc, ce serait plutôt dans l'idée, hein, qu'est-ce que tu as mis en place? Je me posais une question sur ce que vous avez mis en place chez le nom de la société, sur votre base de données client. Enfin, un truc dans cet esprit-là plutôt. J'enlèverai la statistique, clairement. Et ce qui permettra d'être beaucoup plus concis. Pour les photographes, j'ai un autre exemple qui a rien à voir. C'est très court pour le coup, qui est vraiment là, c'est vraiment de l'icebreaker, qui est très loin des problématiques de trouver des clients. Je leur dis salut, machin. Tu bosses avec quel type de client en ce moment? Un mariage, portrait pro ou un peu de tout? En mode, vraiment, je m'intéresse à son business. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Sachant qu'on accompagne pas mal de photographes, il y en a peut-être ici qui sont très généralistes. Et du coup, l'idée, c'est de parler un petit peu, d'ouvrir un peu la conversation sur le positionnement et sur la spécialisation. C'est un message qui marche super bien. Je pourrais transformer ça en est-ce que plutôt tu recherches de l'activation, est-ce que plutôt tu recherches de l'engagement ou fidélisation, enfin un peu dans quelle étape tu te situes dans ta base et est-ce que tu souhaites en faire? Ouais, ou sinon, est-ce que tu arrives à générer du cash avec ta base de données client? Je sais pas, c'est un truc vraiment, tu vois. Faire gaffe à ne pas avoir trop de jargon aussi, parce que des fois, ils n'aiment pas trop, même s'ils sont censés le connaître. Des fois, ils ne le connaissent pas. Okay. Ça va être vraiment sur une problématique hyper globale, quoi. Ok. Si. Quelqu'un d'autre a une question ou envie de réagir sur son sujet actuel? N'hésitez pas. J'ai fait mes 5. J'ai pas gardé une 6e bonus. Désolé. Non, c'est bon, c'était clair. Top. Ça fait longtemps que j'ai pas fait j'analyse vos messages de prospection d'ailleurs où je le prépare un peu, j'ai pas mal d'exemples, ça vaudrait peut-être le coup. Dernière fois, on l'avait annulé parce qu'il n'y avait pas grand monde de dispo, mais je pense que cette fois, semaine pro, ce sera sûrement la bonne. Donc, tous ceux qui ont des campagnes en cours, justement, Adrien, Casper, je mettrai un petit message dans le groupe dans la semaine. N'hésitez pas à vous manifester. Ce serait cool si justement tout le monde peut un peu en profiter. Moi, je prépare un petit peu comme ça. Vous m'envoyez un message avant et je peux commencer à réfléchir parce qu'en live, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas le meilleur compositeur live de messages de prospection. Donc, si je peux avoir un peu de temps de préparation et puis on en parle tous ensemble, ça peut être super cool. S'il y a d'autres, pareil, hein, s'il y a d'autres qui sont intéressés, pour qu'on regarde ça. L'idée, c'est que les autres puissent en profiter, que vous voyez un petit peu le cheminement qu'on fait entre le message de prospection et une nouvelle proposition. Voilà. Mais sinon, moi, j'avais fini pour aujourd'hui. Des remarques, commentaires, questions. Alors, je voulais dire juste, Damien, par rapport aux analyses de messages de prospection. Moi, pour le coup, là, ça fait un petit moment que je fais plus de prospection. Je suis, entre guillemets,
sur des projets, mais c'est pas pour autant que j'ai accompli mon devoir. Donc peut-être avant ça, je pense qu'il faut que je réajuste ma cible tout simplement. Et donc c'est pour ça que je t'ai envoyé un message ce matin, mais Ouais, j'ai d'autres messages en attente. Désolé pour à ceux qui n'ont pas encore répondu aujourd'hui. Donc je pense qu'avant de me relancer dans de la prospection, il faut que je. Mais on en avait déjà parlé aussi par rapport aux formateurs notamment. Ouais. Donc et peut-être plus sur Instagram du coup. Enfin non, peut-être 50-50 en vrai. Bref. Bon, avant d'être un cobaye à l'analyse de messages de prospection, voilà, je pense qu'il faut que je retravaille ça dans tous les cas. Ouais, carrément. Mais tu verras, ça va aller beaucoup plus vite et tu seras rapidement à la campagne. Ouais, c'est ça. Yes. Bah, merci en tout cas pour ces erreurs, pour ce coaching. Écoute, c'était la journée des erreurs aujourd'hui. Ok, top. Bon, bah, si plus personne n'a de questions, je vous dis à la semaine pro. Moi, je dis à demain. Allez, à la semaine prochaine. Et merci. À ceux que j'ai en coaching, bien sûr, à demain. À demain ou Merci, Damien. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Bonne journée. Salut. Ciao.